Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle table ronde, donc sur le CIVIM 2018 à Nevers, donc le sommet international de l'innovation en ville médiane. Donc nous sommes à Nevers, nous allons traiter d'un sujet qui s'appelle ville intelligente, et si nous étions intelligents ensemble. Alors pour répondre à ces questions, j'ai 4 invités. Et en plus, on a une vraie parité aujourd'hui, on a beaucoup de chance. On va commencer par Agathe Bianchin, voilà, le micro est là. Alors, qui êtes-vous, que faites-vous? En quelques mots. Non, il ne faut rien toucher au micro. Il est déjà allumé? Très fort, oui. On m'entend là? Oui. Parfait, merci, je suis désolée. Bonjour à tous et merci Pascal. Donc moi je travaille pour une start-up qui s'appelle Cap Collectif. On fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les civic tech, c'est-à-dire les technologies qui sont au service de la participation citoyenne, pour notamment utiliser l'intelligence collective pour produire de meilleures politiques publiques, notamment. Voilà, pour une très brève présentation. Ensuite, Emmanuel. Alors, moi je dirige une structure de mutualisation informatique. Alors c'est quoi? C'est en fait un service informatique mutualisé de 1000 collectivités locales sur la partie Nord Paris, Oise, Val d'Oise, Normandie. Et je préside la fédération de nos structures au niveau national. Donc on fait de la mutualisation numérique. Alors, Manon. Bonjour, donc moi je travaille pour une start-up Metapolis, qui est une société de conseil et de services aux collectivités territoriales. Donc on développe à la fois des outils en open source de manière à favoriser la souveraineté des acteurs sur leur territoire, et on accompagne également les collectivités lorsqu'elles mettent en place des projets numériques. Donc ça peut être à la fois de manière très opérationnelle ou aussi sur des aspects plus stratégiques. Florent. Bonjour, Florent Boitia, donc moi je suis directeur de projet sur la ville et les territoires intelligents au CEREMA. Qu'est-ce que le CEREMA? Le CEREMA c'est 2800 agents sur tout le territoire français. On accompagne les collectivités dans tous leurs projets et puis les industriels aussi, dans les projets innovants, les projets numériques, en faisant le lien entre l'impact de ces technologies sur les citoyens et en termes de développement durable aussi, une évaluation multicritère. On est un établissement public, donc on apporte une expertise publique au développement des territoires. D'accord, alors dans la promesse de cette conférence, il y avait une petite intro qui disait « Les collectivités sont très sollicitées sur des sujets comme l'open data ». Alors moi, je l'élargirais à la donnée en général, ou les données, je ne sais pas comment on va dire, sur la smart city, etc. Et elles doivent conserver le contrôle de leurs données et de leurs outils. Donc on va s'orienter un peu plus sur le côté données. Données de l'open data n'étant qu'un élément par rapport à la donnée. Et n'hésitons pas à ouvrir, parce qu'aujourd'hui la donnée, on pense beaucoup à des données tertiaires, mais il y a des tas d'autres données. Quand moi je me balade sur le CIVIM, je vois des tas d'objets connectés. On voit que les collectivités vont aussi générer des données, et c'est un peu l'angle qu'on va prendre, et au-delà. Alors qui veut commencer pour nous parler? Peut-être Emmanuel, parce que toi tu es déjà dans le classique depuis un certain temps. Alors, qu'est-ce que vous faites pour les collectivités? Et si je prends l'angle donné, qu'est-ce que tu aurais à nous raconter comme belle histoire? Alors, comme belle histoire, au départ, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ADICO, ça a été créé il y a 30 ans. Et initialement, c'était un service informatique mutualisé. C'était sur des cartes perforées presque. Alors, même si j'étais né, j'y étais pas encore à l'ADICO. Et l'ADICO, j'ai 40 salariés et avec beaucoup de recrutement actuellement. Et on accompagne les collectivités, alors sur du classique, hein, si on prend un service informatique d'une collectivité, on met ça en commun pour 1000 collectivités, vous voyez un peu les métiers que l'on exerce. Et donc déjà il y a 30 ans, nos élus avaient en tête la notion de mutualisation. Une des dernières expériences, alors qui est du concret que l'on gère sur la partie données, c'est qu'on a été nos collectivités, alors on équipe nos collectivités sur la partie école numérique. Bon, ok, premier, un sujet. Et puis ils viennent nous voir en nous disant, par contre, j'ai une nouvelle obligation pour mes établissements publics, enfin recevant du public des enfants de moins de 6 ans, c'est la qualité de l'air. Je vais devoir la surveiller. Bon, alors c'est très classique, c'est pas du numérique. Sauf qu'en fait, on s'est aperçu qu'il existait des objets connectés, alors validés par les différents organismes, qui allaient pouvoir en fait faire remonter de la donnée. Et ce qui est intéressant en fait à partir de là, c'est que la donnée, aujourd'hui, on installe et on déploie des objets connectés à la fois dans des cantines, dans des écoles primaires, dans des écoles maternelles, pour aller faire les relevés de la qualité de l'air, mais que cette donnée, elle n'est pas uniquement sur un usage des élus, c'est qu'il ouvre à la population.
C'est-à-dire que cette donnée aujourd'hui qui est on la rend publique. Et voilà, on la rend publique à la fois sur des applis gratuites sur Android, Apple, et de dire aux parents, il y a rien, on cache rien. La qualité de l'air est importante dans les établissements publics. Allez-y, regardez quand vous voulez quel est aujourd'hui l'endroit dans lequel vos enfants passent un certain nombre d'heures par jour. Donc en fait, on part d'une donnée qui est voilà, quels sont les éléments qui reflètent la qualité de l'air dans cet établissement. Et cette même donnée, en fait, on l'ouvre effectivement à la population. Donc c'est-à-dire qu'on intègre la population des collectivités dans cette logique-là. Et sachant que là, je parle de communes de 500, 600 000 habitants. Je ne suis pas en train de parler de collectivités effectivement plus importantes sur lesquelles on a commencé à déployer ces objets. Voilà, un exemple en partant de notre métier qui est un service informatique, en arrivant sur des objets connectés, mais des objets connectés, pas pour faire des objets connectés, mais sur un usage répondant à un besoin. Alors, encore une fois, on est sur les usages. Moi, à la région, je m'occupe des usages justement innovants du numérique. Aujourd'hui, on voit des tas d'usages arriver avec justement de l'objet connecté derrière. Oui. Et nous, collectivités, même grosses collectivités, les transports aujourd'hui, ça génère des tas de données. Par exemple, moi, je vois qu'il y a encore quelques années, ces données partaient chez un opérateur qui nous les revendait après sous une autre forme. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu là derrière, de conserver la propriété de ces données. Et de l'ouvrir et de la mettre à disposition des usagers, effectivement. On ne peut pas forcément tout ouvrir, mais ce qu'on peut ouvrir, on l'ouvre, puisqu'il y a des choses, il y a aussi des règlements qui protègent justement l'individu, ce qui est plutôt bien. Et l'idée, c'est d'avoir ces données. Donc ça, c'est un premier exemple. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça autour de la donnée qui vous viennent ou remarques que vous avez vues sur le terrain? Je ne sais pas. Florent, pour commencer? Une question, qui c'est qui a le plus de données sur un territoire ou sur une collectivité? Est-ce que c'est les services de la collectivité ou est-ce que par exemple c'est Google? Bon, assez naturellement on voit que c'est Google. Il y a aussi des applications de guidage pour se déplacer comme Waze par exemple. Qui utilise Waze dans la salle? J'imagine qu'il y en a. Qui utilise Waze dans la salle? Mais ils sont trop jeunes et ils bougent pas. Mais si, tout le monde se déplace. Si, non même pas. Vous savez ce que c'est? D'accord. Voilà, c'est un GPS pour guider avec les voitures, sauf que c'est collaboratif et c'est un algorithme particulièrement puissant. Et Waze conseille finalement les habitants d'un territoire sur leur déplacement sans aucun contrôle de la puissance publique, donc sans aucun lien avec les services, avec même le plan de circulation. On le voit d'ailleurs dans ces histoires de GPS pour arriver là-dessus et sur les collectivités. Aujourd'hui, on a des camions qui passent sur des routes qui sont absolument pas dimensionnés pour ça, mais les GPS des opérateurs internationaux en question s'en moquent largement. Tout ça, je ne parlais pas des ponts sur lesquels ils passent et qui pourraient mettre en... parce que c'est aussi d'actualité. Voilà des exemples concrets de ce que ça pourrait mal faire, on va dire. C'est ça. Tout ça pour dire du coup que la collectivité, enfin la puissance publique en général, a perdu le contrôle, a perdu le monopole des données sur son territoire, contrairement à il y a 10 ou 20 ans. Et du coup, ça pose un enjeu de souveraineté, de maîtrise des services, de maîtrise des données sur un territoire. Voilà. Et donc, la nécessité de faire avec les acteurs. On parle de gouvernance dans le petit laïus de la conférence. Faire avec les acteurs, agir en partenariat, des politiques publiques partenariales qui émergent. Puis il y a d'autres phénomènes qui invitent à agir en partenariat. C'est les compétences, le gap en termes de compétences liées à l'innovation technologique qui fait qu'on est obligé de s'associer. Il y a aussi la raréfaction des finances publiques. Voilà, tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, on est sur une tendance à agir avec, à permettre de faire. Ça on reviendra justement comment on monte ces projets. Peut-être Manon, alors je sais que vous êtes nouvelle dans le... Ça fait quoi? Ça fait 6 mois que vous êtes sur un territoire, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc j'ai commencé une thèse pour étudier la transformation de l'action publique liée à l'économie numérique et donc la question des données qui est la ressource de l'économie numérique. Donc ça fait 6 mois. Moi, je travaille notamment actuellement sur le cas de la région Île-de-France qui, entre autres, qui met en place un grand programme et notamment la mise en place d'une plateforme du territoire agrégeant des données Big Data et notamment autour d'un socle de référentiel des données 3D. Donc effectivement, la question de la donnée et de la propriété et de la sécurité des données se pose avec acuité. Et notamment, on se rend compte que le besoin de contractualiser les usages de la donnée, donc c'est-à-dire de garantir à la puissance publique qu'une fois que le contrat
puisque c'est une plateforme en SaaS, donc qui va être mis en place par un acteur privé. Une fois que ce contrat sera peut-être arrivé à échéance, il faut s'assurer que la puissance publique garde la maîtrise des données qui ont été enrichies, traitées, et donc elle ne se retrouve pas avec rien, et que donc l'investissement soit nul. Il faut donc réfléchir très en amont et avoir une forte acculturation à la culture de la donnée, avec en quoi ça change effectivement les ressources dont ont besoin les acteurs pour gouverner le territoire. Parce qu'effectivement, en tant que nouvelle ressource, elle transforme les liens et les rapports de pouvoir entre les différents acteurs. Agathe, peut-être? Voilà, on va se prêter les micros, il n'y a pas de souci. Très prête. Oui, alors... Moi, je vais rebondir juste sur justement la souveraineté sur la question des données, parce que nous, il se trouve qu'on est prestataire des collectivités et qu'on fournit un logiciel qui capte des données, qui les récolte. Capte quel type de données? Alors nous, on est sur des données de participation citoyenne. Donc on va capter des votes pour, des votes contre, des contributions, des propositions, des idées qui viendront des citoyens ou leurs avis sur des actions menées, par exemple, par des politiques. Il se trouve que nous, on n'est pas Google, hein, donc effectivement, on n'a pas cette relation-là à nos clients en général, puisque c'est eux qui sont propriétaires de ces données, pas nous. Et ça, on le conçoit tout simplement pas autrement. Donc l'idée, c'est de construire l'outil en partenariat avec eux. La plupart du temps, on développe des fonctionnalités en fonction de leurs besoins, en partenariat avec elles. Et par exemple, sur Rennes, on a conçu une application de budget participatif en ligne. C'était à leur demande et on l'a conçu avec eux. Et maintenant, il y a beaucoup plus de collectivités qui s'en servent. Donc, de fait, nous, nos clients, ça les inquiète assez peu, la perte de souveraineté sur leurs données, en tout cas quand ils travaillent avec nous. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on voit souvent, notamment dans les médias. Et nous, en fait, on aime bien, chez Cap Collectif, inverser un peu la question, de dire la Smart City, c'est la donnée au service des usagers. D'accord, et souvent, la libération de la donnée, elle peut permettre de mieux servir les usagers, elle peut aussi permettre de mieux contrôler les politiques publiques, mais surtout, nous, on veut inverser ça, et au lieu de partir des politiques et des services pour obtenir des données, en fait, partir des données pour améliorer les politiques publiques. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas forcément de libérer toutes les données qui appartiennent au pouvoir politique, mais de libérer celles qui sont intéressantes pour elles, pour ensuite pouvoir mieux décider en fonction des données qu'elles auront récoltées auprès de leurs citoyens, en fait. Et tout ça, c'est un cycle. C'est-à-dire que vous demandez aux gens de vous fournir des données, il faut ensuite pouvoir les utiliser à bon escient pour restaurer aussi la confiance et le lien, c'est ça en fait le problème. Et derrière, donc il faut leur redonner de la donnée en échange, c'est-à-dire leur dire voilà, j'ai pris en compte vos avis et maintenant voici ce qu'on a fait avec ça, et il faut que ça se transmette également dans l'autre sens, en un cercle vertueux en fait, parce que ça enrichit tout le monde au final. Voilà, c'est un peu ça notre position en tout cas. Emmanuel, peut-être des exemples dans ce sens-là ou pas ou... Alors, ça me faisait penser à un autre exemple. Alors, un sujet qui pourtant n'est pas de l'innovation, qui est le Wi-Fi. Mais nos collectivités souhaitent de plus en plus développer le Wi-Fi public, et il a fallu que l'on trouve une solution qui est à la fois gratuite pour l'usager, mais aussi protectrice de la donnée collectée. Et s'assurer qu'effectivement... Là, il y a des réglementations qui sont très précises aujourd'hui. Et effectivement, on a trouvé, il y a quelques opérateurs qui existent, et on a trouvé un opérateur sur lequel on a pu effectivement avoir notre propre serveur hébergé chez lui, mais sur lequel on a une assurance effectivement, alors le rendre anonyme la donnée, c'est quelque chose de connu, mais qu'effectivement aussi la collectivité conserve la propriété de cette donnée, avec quand même une logique que l'on souhaite avoir sur un niveau départemental, avec la partie tourisme, qui est de voir, alors l'Oise est quand même un département de passage pour des nations qui descendraient en France. On a un territoire de mémoire en ce moment sur le 11 novembre de toute façon, et de voir un peu comment les personnes qui aujourd'hui se connectent en fonction de la langue utilisée sur le téléphone, de savoir déjà de quelle nation, et de voir aujourd'hui effectivement le temps passé et l'évolution sur un territoire. La façon dont on circule sur le territoire, on a la même problématique dans les collectivités sur les transports justement, où est-ce que l'on prend le transport, où est-ce qu'on en sort, etc. C'est aussi en aménagement du territoire ou en offre derrière, on voit bien que c'est capital d'avoir ces données. C'est une demande extrêmement importante sur des implantations de restaurants, sur des implantations d'hôtels, c'est de savoir combien de temps les gens sont restés à un moment, pourquoi ils sont partis, où ils sont allés quand ils sont partis, où est-ce qu'on les retrouve connectés. Et c'est pour ça qu'en fait, on a cherché une solution alors c'est une solution aujourd'hui qui
mais il y en a quelques-unes, mais que l'on va retrouver à la fois, qui a été créée dans la Drôme, qu'on va retrouver dans le Sud-Est, qu'on va retrouver en Charente, en Vendée. Bon, voilà, on doit trouver dans les offices de tourisme de Bourgogne. C'est Wi-Fi Cigale, bon voilà, nous, voilà, pas une autre. Voilà, ouais. Voilà. Il y en a quelques-unes, et effectivement, l'intérêt, c'est que à partir du moment où la personne s'est connectée une première fois, effectivement, on va quand même, avec une reconnexion automatique, simplifier la vie de l'usager, le protéger sur sa donnée, mais à la fois pour la puissance publique, avoir cette donnée pour effectivement, derrière, améliorer en fait le déploiement et la présence ou les offres ou l'économie, les heures d'ouverture, pourquoi pas, ou de certains services en fait. Voilà. Et là, on avait une grosse attente des collectivités, mais quand même en ayant en tête la notion de protection de la donnée, d'autant plus le RGPD. Et ça, c'était une attente qui avait été formulée depuis quelques années, alors que le Wi-Fi n'est pas une révolution, enfin une innovation aujourd'hui. Non, mais ce qu'on peut montrer par là, c'est que justement, il y a des services relativement courants qui nous génèrent quand même de la donnée, et voir aussi, c'est un peu comme les démarches en ligne, savoir à quelle heure les gens font leurs démarches en ligne, c'est ce qu'on a connu dans le commerce connecté à un moment donné. On se rend compte que les gens, c'est pas à vos heures d'ouverture où ça se passe, mais c'est peut-être le week-end, le soir ou je ne sais quand. Et ça peut aussi donner des idées sur comment se réorganiser et comment même mieux communiquer sur nos services. Oui, tout à fait. Donc voilà un autre usage que l'on a pu observer et que l'on déploie aujourd'hui. Peut-être d'autres exemples, non, Florent? Ou d'autres idées là autour? Exemples, pas forcément, mais je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Vous parliez de culture tout à l'heure. Le numérique, c'est aussi un enjeu pour les collectivités qui gèrent des données, un enjeu de culture, d'état d'esprit. Et nous, CEREMA, on peut aussi, en tant que tiers de confiance publique, jouer ce rôle d'éveilleur de conscience à travers des publications comme celle-là qui ont vocation à sensibiliser les élus sur les enjeux du numérique, de la ville intelligente, pourquoi on ne peut pas passer à côté. Les enjeux politiques qui découlent du numérique. Et puis, on a aussi, nous, une connaissance historique des retours d'expérience sur les différents territoires en termes de développement durable. Donc, on est capable aussi d'être garant des fondamentaux méthodologiques. Je parlais par exemple de la gouvernance, de la relation aux citoyens et aujourd'hui du pilotage des données, de la gouvernance des données, pour aller au-delà du discours marketing sur les technologies et voir vraiment l'impact sur le citoyen et en termes de développement durable, comme je disais tout à l'heure. On a déjà beaucoup parlé de la donnée, de ce qu'on peut en faire, comment on reste souverain là-dessus. Maintenant, comment on peut travailler ensemble? Est-ce que vous avez d'autres exemples pour nous expliquer un peu comment... Tu parlais tout à l'heure, Florent, on voit des projets se monter de plus en plus en collaboration. Alors, est-ce qu'on a des exemples là-dessus? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je voulais d'abord rebondir sur les propos de Mounir Majoubi, puisqu'il parlait de la Smart City au service de l'humain et du développement durable, ce qui est l'axe que je développais tout à l'heure d'intervention du CEREMA. Donc je saisis la perche qui m'est tendue pour en remettre une couche. Sinon, nous, CEREMA, pour ce qui est de faire travailler ensemble, alors moi, j'ai plutôt abordé le travail ensemble des collectivités entre elles, le partage d'expérience en fait. Parce que nous, historiquement, le CEREMA, on est sur cette posture de capitalisation des retours d'expérience et de partage, d'animation des collectivités. Et à ce titre-là, je voulais pointer deux projets, enfin plutôt un projet et puis une actualité. On est en train de construire un projet de plateforme de référence sur la ville intelligente. C'est un peu une fusée à 3 étages avec un ensemble de ressources, d'éléments de formation, d'informations utiles, un petit peu descendantes, et puis un volet partage ce sera tout simplement un réseau social des collectivités, de partage en situation, dans un cadre de confiance. Et puis également un observatoire de ce qui se passe au niveau des territoires français. Voilà, c'est un projet qu'on mène en partenariat notamment avec Ville-de-France qui nous soutient depuis le début sur ce projet. Et avec Ville-de-France, on fait aussi, et Ville Internet en l'occurrence, une journée le 27 novembre à Lyon de partage. Alors là, c'est sur des sujets un petit peu nouveaux pour nous, un petit peu à défricher, qui concernent les villes moyennes, les villes médianes. C'est la question du commerce et des services en centre-ville, notamment comment les outils collaboratifs, les outils numériques vont aider, et la question des applications citoyennes. Voilà. Donc je vous invite à vous inscrire encore, et il y aura, c'est encore possible, et il y aura l'après-midi de cette journée-là un atelier de design de la plateforme que je citais précédemment, puisque c'est un processus qu'on veut itératif, où on est en train là de construire la maquette visuelle de ce que sera cette plateforme en
comme point de départ le besoin de notre cible, c'est-à-dire les collectivités. Alors, dans ces collaborations et autres, ou réactions, comme vous voulez. Alors, la mutualisation est forcément un sujet qui me tient à cœur et l'innovation, nous on essaye de la mettre à disposition de tout le monde, quelle que soit la taille de la collectivité, qu'on soit une grosse collectivité, une collectivité médiane ou une collectivité plus petite. Et ce qu'on essaye de défendre aujourd'hui, c'est qu'on arrivera sur les territoires à apporter de l'innovation à partir du moment où on arrivera à mutualiser les hommes, les compétences. Je vais donner un exemple. Est-ce qu'on est dans l'innovation en pilotage de drones, mais les collectivités avaient des besoins, donc on a mutualisé l'achat des drones, on a mutualisé le passage des diplômes nécessaires pour être pilote de drone, et aujourd'hui on met à disposition des drones aux collectivités à la fois pour faire sur les déperditions de chaleur ou alors des relevés, des fuites ou aller positionner des caméras, etc. Ça veut dire que la collectivité elle-même aujourd'hui, à part effectivement acheter une prestation mais sur un service qui est pas forcément évident à qualifier, aujourd'hui en fait on met en commun un besoin et c'est comme ça que derrière en fait on aborde l'ensemble des sujets innovants. Sur la partie open data, c'est un sujet un peu plus délicat pour nous dans le sens où on n'arrive pas à attirer l'attention de nos adhérents sur la notion d'open data. Voilà. Par contre, on y arrivera à partir du moment où on arrivera à trouver un usage de la donnée. Et je pense que d'ailleurs, l'open data, il faut sur le mot lui-même, c'est un mot que je vais essayer de me débarrasser parce qu'en fait, on a fait beaucoup de réunions avec les collectivités et on n'y arrive pas. Il faut faire de l'open data, on n'y arrive pas, elles ne s'y intéressent pas. Je résume un peu, mais alors que si on prend la même problématique sur un usage différent, en leur expliquant que derrière c'est de l'open data, ah ben d'accord, mais parce que j'ai un usage. Quand on parlait tout à l'heure du Wi-Fi et d'avoir la possibilité de regarder un petit peu les flux des personnes qui viennent, en fait on met à disposition de la data et puis de la donnée ouverte, on fait de l'open data, mais sur un usage. Parce qu'il faut aller sur les usages et pas sur la techno. Dès lors qu'on veut faire de la techno, surtout, bon, on va pas refaire l'histoire du numérique, mais les puissances, les déferlantes, c'est toujours plus puisqu'on double de puissance tous les 12 mois et qu'aujourd'hui on est capable de comprendre n'importe quel touriste qui vient dans la Nièvre sur le canal du Nivernais avec une application qu'on a fait avec Davy. Ça, c'était inimaginable il y a 5 ans. On sait que dans 5 ans, on va peut-être lire dans leurs pensées, j'en sais rien. Mais bah oui, pourquoi pas. On va faire de la traduction simultanée, maintenant on le sait, le problème des langues quand on va attirer des touristes. Mais on ne va pas dire on fait de l'intelligence artificielle. Les gens, ils ont peur. Par contre, vous dites, bah ça c'est fait parce que derrière il y a de l'intelligence artificielle qui a des données, puisque derrière on a par exemple le système régional d'information touristique qui est derrière. On a tout un apprentissage qui a été fait sur des données publiques, etc. Et bien là, on a un vrai usage. Et on renseigne du touriste et il reste plus longtemps sur mon territoire. Et puis derrière, on explique ce qu'il y a. Mais on n'arrive pas en disant on va faire de l'intelligence artificielle ou de la réalité virtuelle ou augmentée. Là, vous voyez des tas d'applications avec de la réalité virtuelle ou augmentée. C'est ce que disait aussi Mounir Majoubi, c'est qu'on vous présente, bah, tiens, dans la ville, on va pouvoir faire ça. Ah, bah, derrière, c'est avec un casque de réalité virtuelle. Bah oui, très bien. Mais la finalité n'est pas la techno. Hein, c'est bien aux usages des territoires, au service des territoires et des citoyens. Et c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Alors je le dis parce que je vois qu'il y a des jeunes dans la salle et qui sont sûrement dans des formations extrêmement technologiques et il faut y aller et foncer. Hein. Mais alors foncez, allez-y. Mais ce que vous apprenez aujourd'hui, dans 5 ans, vous l'avez jeté, vous êtes sur une nouvelle techno. Mais c'est pas grave, allez-y, foncez. Hein. Mais parlez usage derrière et on vous aidera. Oui. Alors moi j'aimerais revenir sur la question de la collaboration entre les acteurs et notamment en la mettant en lien avec la question de la souveraineté. Puisque en général, la peur entre guillemets de l'acteur public, c'est les grandes plateformes numériques, les GAFAM, qui avec leur puissance de frappe seraient des menaces pour la puissance publique et sa souveraineté sur son territoire. Et donc la solution qui est souvent prôné, enfin après sous le concept en général de État plateforme que vous connaissez peut-être, et qui serait donc du coup de favoriser la collaboration entre la puissance publique qui garderait du coup la maîtrise de l'infrastructure de base avec des startups et qui du coup permettrait de réguler ou de régler le problème d'un décrochage apparent entre la qualité du service public et la qualité des services produits par ces plateformes. Donc je pense qu'effectivement, il y a une injonction et des opportunités de collaborer de manière plus forte avec le privé. Je pense toutefois qu'il faut garder en tête certaines risques et menaces et du coup de ne pas vouloir la collaboration pour la collaboration sans être conscient du problème de la dépendance technologique à de nouveaux acteurs.
Par exemple, j'en ai parlé un peu tout à l'heure sur la question des données, mais sur les solutions propriétaires qui finalement contraignent les acteurs publics à garder la même solution pendant longtemps et qui du coup réduisent la possibilité d'avoir des alternatives. Or les alternatives, c'est un peu le fondement de la démocratie représentative, la capacité à changer de cap une fois qu'on veut autre chose. Donc je pense qu'il faut rester à la fois, il y a des choses super qui peuvent être faites au moment de la collaboration publique-privée, et on aurait tort de se couper de la frappe d'innovation des acteurs privés. Cependant, il y a certaines menaces et risques qu'il faut avoir en tête et toujours étudier la question de la propriété des données, mais également la question de la réversibilité des développements. Réversibilité, c'est-à-dire j'utilise une plateforme quelconque pour un usage ou pour un service, mais derrière, le jour où je vais arrêter, est-ce que je peux récupérer mon historique, j'en sais rien, mes utilisateurs, mes citoyens et autres, pour les mettre sur une autre solution. Et ça aussi, alors c'est quelque chose d'important ce que tu dis, puisqu'aujourd'hui dans les textes, nous à la région, on a un fonds numérique et les fonds FEDER, donc les fonds européens sur les usages numériques, et ces questions de réutilisation, déjà de ce qu'on fait, sont importantes, d'interopérabilité, et c'est ce dont tu parlais. Interopérabilité, ça veut dire, j'utilise pas un format, par exemple, qui n'est utilisé que par une seule marque. La marque décide de dire, je multiplie par 100 le tarif, juste pour que vous puissiez utiliser ce format, vous êtes mort. Et aujourd'hui, non mais c'est important, hein. Et c'est pour ça qu'on a Internet aujourd'hui, parce que l'interopérabilité, elle existait, puis là, il y a M. Pouzin qui est sur le salon. C'est un peu grâce à lui qu'on doit TCP/IP, le fameux protocole qui est dans Internet, TCP/IP. C'est parce qu'il est interopérable qu'Internet a marché. Nous, en France, à l'époque, on était partis sur d'autres protocoles extrêmement propriétaires d'un opérateur qui est ici présent. Et on aurait été... ça n'a pas marché d'ailleurs. Et les systèmes fermés ne peuvent pas marcher à terme. Et c'est super important pour toutes nos collectivités ou services publics de bien être conscients de ça. Hein, vous partez pas en disant, je ne sais pas s'il y avait un appareil photo qui avait un format hyper particulier, vos photos aujourd'hui vous ne pourriez pas les relire. Aujourd'hui c'est parce qu'il y a un format comme JPEG qui n'est pas forcément merveilleux mais qui existe, qui permet de lire ça sur n'importe quoi. Et ça, ces notions-là et les notions d'ouverture sont super importantes. Et nous, toutes les aides qu'on apporte, s'il n'y a pas ces critères-là, on n'y va pas. Je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Alors, l'Adulact que je vois dans la salle en parlerait beaucoup mieux que moi, mais oui, non, mais après il y a d'autres tables rondes aussi pour en parler. Derrière tout ce qu'on dit, il y a la question des communs. Les communs, c'est les infrastructures, les données, les services minimaux qu'il faut conserver dans le giron public ou en format ouvert pour justement, ce que vous disiez, ne pas rester enfermé dans des... Enfin, que le système d'innovation ne soit pas verrouillé par des acteurs en place et qu'il n'y ait pas de nouvelles innovations qui puissent se greffer dessus ou d'autres dispositifs en interopérabilité. Donc ça peut... Enfin, voilà. Pour les collectivités, arriver à monter en compétence sur des communs, ça représente un coût, mais à long terme, c'est quand même bénéfique. C'est sûrement une économie à long terme, je n'ai pas de chiffres, mais et aussi, voilà, il y a cette question d'innovation et d'être garant que l'innovation va pouvoir continuer dans un espace ouvert. Je vais quand même réagir rapidement sur ce que vous avez dit sur la question de l'interopérabilité, pardon. C'est effectivement très important, mais aussi sur la collaboration entre le privé et le public. Oui. Effectivement, il faut faire attention aux solutions trop fermées et il faut faire attention à ce que tout soit récupérable et l'interopérabilité est très importante. Mais quand même, je voudrais dire que les solutions propriétaires, ça a juste un avantage. C'est que c'est un métier aussi. Voilà, non, mais ça ne veut pas dire. Attention, interopérabilité ou ouverture ne veut pas dire tout gratuit. Réutilisation Exactement. non plus. Oui. Parce qu'il y a souvent des ambiguïtés. Prévoir dans son contrat, Anne qui a parlé tout à l'heure, dans un contrat comme on a fait à la ville d'Autun pour une salle avec de la réalité augmentée, plein de trucs, en utilisant des tas de données publiques, une autre ville peut venir en disant je voudrais réutiliser le socle. Mais ça ne veut pas dire qu'on lui donne. Mais on a prévu dès le départ les conditions. Déjà, la ville d'Autun en est propriétaire et il y a les conditions pour le réutiliser. C'est ce qu'on a fait avec le chatbot de la DT58. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a la ville de Dunkerque qui est là pour voir comment ils peuvent réutiliser. On sait dès le marché comment on pourra réutiliser ou redonner l'exploitation. Mais ça ne veut pas dire gratuit parce que derrière, il faut aussi que l'écosystème vive.
C'est pour ça aussi qu'Open Data, hein, tu en parlais, Open Data ça fait peur parce qu'on a l'impression que tout est gratuit. Non, pas forcément. On met à disposition du public des choses. Après, on peut en faire des services qui derrière ont une valeur marchande, bien évidemment. Mais interopérabilité n'est pas, on ne l'oppose pas à gratuit ou payant. D'accord, on est bien d'accord. Dans des formats, dans des supports, dans des choses comme ça, où on fait en sorte que ça puisse, un constructeur disparaît ou un opérateur disparaît, on peut continuer. Tout à fait. C'est dans cet esprit-là qu'il faut le voir. Mais en plus, je parlais même pas du gratuit versus le payant. Oui, c'était plus une question pour moi de compétences en termes par exemple, de périmètre fonctionnel, etc. Oui. C'est qu'en même temps, les solutions développées en interne, par exemple, il ne faudrait pas non plus qu'elles ne soient pas maintenues comme il faut parce qu'il y a des changements, des changements politiques et ou des changements de personnel. Et c'est pour ça que d'une part, l'appropriation, l'acculturation numérique dans tous les champs de la vie publique et privée, c'est très important. Les formations également et les échanges d'informations entre les personnes. Mais encore une fois, en gardant bien en tête que l'objectif, c'est de rendre les services meilleurs pour les usagers et les citoyens. Oui. Et c'est pas juste pour réaliser la volonté d'une collectivité qui n'intéresse personne d'autre, par exemple. Et dans une collectivité, après, se rendre compte que les données que l'on a sont aussi partageables entre services. Parce qu'on voit trop... Je ne sais pas, vous devez le voir en tant qu'opérateur. Je ne sais pas, Emmanuel, peut-être, tu dois en voir encore plus que moi. Alors, c'est vraiment un sujet problématique, dans le sens où aujourd'hui, effectivement, on a 1000 collectivités adhérentes. Le manque d'interopérabilité aujourd'hui des systèmes, on est quand même un peu dedans aujourd'hui, c'est un frein. C'est un frein de mutualisation. Et en fait, on a des problèmes de manque d'ouverture des formats d'échange. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des standards et des standards sont soit pas respectés ou des volontés d'ailleurs manifestes de ne pas ouvrir des standards. Et nous, on considère ça quand même comme un frein à justement une mutualisation territoriale. Puisqu'on est, nous, à la recherche, effectivement, quand on s'adresse à des communes de 200, 300, 400 et qu'on a dans les 1000 adhérents, je dois avoir 700 communes qui ont moins de 1000 habitants. C'est la réalité de l'organisation. Il faut absolument qu'on ait des solutions interopérables. Alors dans la responsabilité de chaque mairie, bien entendu, on ne va pas les mettre en commun, un fichier électoral entre toutes les collectivités. Non, puis là, il y a des règles aussi. On a des règles, bien entendu, donc ça dépend de quelles données on parle. Mais effectivement, et moi c'est ce que j'attends un peu de la structure publique aujourd'hui, c'est qu'elle fixe des règles et des normes sur de l'interopérabilité et qu'aujourd'hui on n'a pas. On n'arrive pas et on n'arrive pas à obtenir. Moi, du coup, pour continuer un peu sur cette question, j'avais un exemple que je trouve hyper intéressant et révélateur un peu des risques. Il y a un peu plus d'un an, j'ai participé à une journée d'atelier qui était organisée par Facebook autour de la fonctionnalité du Facebook Check. Donc, je sais, tout le monde voit, j'imagine, c'est la capacité à, lors d'une catastrophe, à signifier qu'on est oui ou non en sécurité. Cet outil, du coup, il permet de faire des cartographies en temps réel. Et du coup, Facebook organisait une journée donc avec plein d'organisations humanitaires pour essayer de voir leurs besoins et comment elles pourraient utiliser l'outil de Facebook pour organiser l'aide d'urgence au pays où il y a des catastrophes. Et en fait, donc, du coup, effectivement, les organisations avaient montré beaucoup d'appétence parce que c'est un outil extrêmement puissant avec des données qu'elles ne possédaient pas, gratuit, donc évidemment il y avait oui, puis avec un réseau que les gens utilisent, quoi. Il y avait un vrai besoin. Le problème, c'est oui, aujourd'hui il est utilisé Facebook, à part qu'aujourd'hui on voit que finalement dans les plus jeunes générations il l'est moins, et en fait on crée une dépendance à un outil d'un acteur, et en plus on crée aussi la nécessité d'avoir accès à Internet, ce qui n'est pas forcément évident. Donc en gros la capacité pour les hommes et les femmes d'accéder à une aide gratuite et immédiate, par les organisations, avait quand même découlé d'une dépendance à l'outil Internet. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre beaucoup de recul, parce que derrière la qualité du service, le non-coût, il y a quand même des questions d'utilisation des données derrière. Exactement, puisqu'il y a un avantage certain parce que à obliger... Qui leur interdit de vendre ces données à des opérateurs touristiques ou d'assurance ou je ne sais quoi en disant celui-là il est toujours dans des zones à risque, alors je vais lui augmenter sa police. On n'est pas à l'abri de ça. Donc derrière, il y a de vrais dangers. C'est pour ça qu'une des dernières questions pour cette table ronde, c'était y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Il y a aussi, dans tout ce que j'entends là, c'est qu'il faut vraiment sensibiliser à la fois les techniciens, les élus, le public, là autour. Parce qu'autour de la donnée au sens large et de la collaboration, il y a peu de choses qui se font en fait. Je rebondis tout de suite. Je parlais de Waze tout à l'heure. Waze aujourd'hui fait des partenariats avec des collectivités. Ils échangent leurs données très riches de connaissances du trafic, très précises en temps réel.
contre d'autres informations sur les incidents de voirie qui peuvent être communiqués par les collectivités. Si on imagine que dans 5 ans, les collectivités ont pris l'habitude de construire des politiques publiques sur la base de ces données-là, parce qu'elles sont gratuites, et que du jour au lendemain, elles deviennent payantes, ou que personne dans le giron public n'a la connaissance de comment elles sont produites et quelle est leur fiabilité et quelle est leur pertinence, leur qualité, voilà, on aura un gros problème. On peut se poser des questions, voilà. D'autres peut-être, oui. Agathe. En rebondissant sur ça, ça rappelle ce que vous avez dit plus tôt sur la donnée pour la donnée ou la techno pour la techno, en fait ça sert à rien, hein, et que c'est bien l'utilisateur final et les pouvoirs publics qui doivent être augmentés, en fait, si je puis dire. Et donc, pour moi, il y a juste en termes d'intelligence collective, pour une meilleure gouvernance en général, la donnée, qu'elle soit ouverte ou pas ouverte, ça remplacera jamais, en fait, tout simplement l'intelligence et des élus et des citoyens et de miser sur l'intelligence collective des uns et des autres pour construire. Et dans l'intelligence collective, il y a bien les deux. Exactement. Voilà. Et donc je veux dire, un citoyen qui du jour au lendemain se rendrait compte que sa mairie, elle ne base que sur Waze ses travaux d'urbanisme, il suffit de leur demander ce qu'ils en pensent et vous verrez bien tout de suite que vous aurez des retours très intelligents, à mon avis, de vos communautés. Donc l'idée, c'est juste de continuer à communiquer. Vous avez déjà fait des sondages là-dessus ou des choses? Il y a déjà eu des choses là-dessus? Alors nous, pas directement, mais non, je vous demande pas de citer la collectivité. Hein, c'est juste pour dire si ça se fait. Alors pas sur Waze spécifiquement, mais c'est sûr que sur, par exemple, des aménagements cyclables, récupérer l'évaluation des citoyens après des travaux qui ont eu lieu, ça a déjà été fait notamment par la ville de Courbevoie, si je les cite, parce que c'est public, hein, données publiques, encore une fois, c'est en ligne, vous pouvez consulter les résultats. Donc l'idée, c'est effectivement qu'il y ait toujours un cercle et qu'en fait, ça serve aussi à l'évaluation des politiques qui sont mises en place. Donc de revenir toujours vers le citoyen au final pour lui dire, voilà, on a utilisé les données de telle manière, on a pris cette décision, est-ce que ça marche pour vous, est-ce que ça va? Parce que les pratiques changent aussi. Les pratiques changent, les usages changent, donc il faut s'adapter en permanence. Donc il faut garder un dialogue ouvert, en fait, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Bon, on arrive déjà à la conclusion de cette table ronde, parce que ça passe très très vite, on a eu une petite interruption, mais qui était fort intéressante. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent en partant? Ville intelligente, et si nous étions... Allez, on commence par Agathe? Non? Voilà, comme tu veux. Alors Emmanuel. Compliqué. C'est toujours la question terrible de la fin. Je vais pas te faire répéter la question. Non, mais en gros, qu'est-ce que de cette table ronde où quand tu es venu, tu avais une idée en tête en disant là-dessus, j'ai un message à marteler. Le message aujourd'hui, c'est que, et je suis content d'ailleurs sur le titre du civil, dans le sens où effectivement l'innovation n'est pas réservée aux agglomérations, aux grandes collectivités. L'innovation aujourd'hui, on peut la retrouver sur le territoire, et il est important qu'on la retrouve partout sur le territoire. Moi, je parle souvent quand je tweete d'égalité numérique, de territoire numérique, d'égalité, voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun doit avoir accès et le numérique n'est pas quelque chose à opposer à la ruralité. Et je pense même le contraire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrivera à défendre la ruralité et le droit d'habiter partout à partir du moment où le numérique sera à disposition et on aura une égalité des chances. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de défendre, qui n'est pas évident. Parce que quand on parle de numérique, on parle souvent effectivement des grandes collectivités, et nous on arrive en représentant nos collectivités moyennes, alors que sur les 36 000 mairies, regardez le nombre de collectivités de moins de 3 000 habitants qu'on a, et en termes de nombre, nous avons la majorité, et largement la majorité. Mais c'est compliqué, et ça c'est quelque chose que je souhaite moi défendre, c'est qu'aujourd'hui il faut une égalité numérique territoriale, et l'innovation aujourd'hui, elle est pour tout le monde. Et c'est ce qu'on essaye de promouvoir par la mutualisation. Merci. Alors du coup, sur le thème, moi je ne l'ai pas aimé parce que j'aime pas le terme de ville intelligente qui confond un moyen avec une finalité pour moi. À la fois, l'intelligence, il y a des intelligences qui c'est malheureusement la traduction de Smart City. Et que je n'aime pas non plus. Oui, non mais je suis bien d'accord. Tout ce qui est smart, c'est pas... je pense qu'il faut replacer le numérique comme moyen et se reposer la question de ce qu'on veut pour nos sociétés, donc les finalités du numérique. Les finalités qui peuvent en fait changer, et ça revient à ce que je disais sur le choix des alternatives. Donc je pense qu'il faut remettre le numérique à sa place comme une formidable opportunité, mais également comme une menace, parce qu'il y a des questions qui se posent, et que pour moi l'intelligence, c'est peut-être se demander où on veut aller, et pas prendre la ville intelligence comme un idéal, un modèle balisé. Voilà. Merci. Et du coup, voilà, pour abonder encore là-dessus, voilà, il faut peut-être chercher à développer son territoire intelligemment plutôt que de chercher à faire un territoire intelligent. Très bien.
Ah bah ça, là, il a la formule. Je crois qu'on peut l'applaudir. Et je pense qu'on va arrêter là, non? C'est pas mal. Merci beaucoup. Alors, il y a une toute petite interruption entre les deux tables rondes. Donc, si vous voulez venir poser des questions à nos intervenants, n'hésitez pas. Et puis, bon civim à tous.